Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'ai l'impression que ça fait 1 milliard d'années que je n'ai pas tourné et ce n'est pas totalement faux. Ça fait genre 2 semaines que j'ai énormément de travail et donc je n'ai pas de temps pour YouTube à mon grand désespoir. C'est l'avant-dernière vidéo de cette année puisque la semaine prochaine je vous prépare une vidéo bilan de cette année où on fait le point un peu sur tout ce qui s'est passé et genre préparation de l'année prochaine. En vrai j'ai du mal à faire ces bilans en janvier, moi j'ai l'impression que c'est plus pertinent en septembre, mais là pour le coup j'ai tellement de changements dans ma vie en ce moment même que ce bilan s'impose. Et donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui a émergé sur Instagram en discutant avec vous, en fait plus particulièrement après un des posts du calendrier de l'Avent qui était comment réaliser son premier CV avec Canva. Vous avez été nombreux à me poser des questions parce que vous savez que j'ai travaillé dans de nombreuses startups et encore aujourd'hui d'ailleurs, startups des petites entreprises et donc forcément il a fallu un moment que je passe par la case de candidature et donc je vais vous donner un peu tous les conseils pour candidater au bon stage ou plutôt un peu tout le vocabulaire qu'il faut connaître quand on rentre dans cet écosystème parce que je trouve qu'ils ont des anglicismes, ils ont un jargon qui est vraiment propre à eux. Limite ils en jouent parce qu'on voit partout sur tous les réseaux, genre sur LinkedIn, on voit des gens qui sont CEO de je sais pas quoi, machin, etc. Ça n'a aucun sens si t'es tout seul, mais bref. Et donc aujourd'hui, mon objectif, c'est vraiment de vous expliquer chaque post, qu'est-ce qu'il fait, et plutôt que de juste vous balancer le vocabulaire comme ça, sans s'appuyer sur des exemples précis, je vous ai sélectionné des offres de stage Welcome to the Jungle, et en fait, ce que je vais faire, c'est vous les expliquer. Donc j'ai plutôt choisi celles qui reviennent le plus souvent, parce qu'il y a des postes en start-up, on va dire, qui se prêtent plus à des stages que d'autres. Forcément. Donc dans cette vidéo, on va balayer chaque corps de métier, j'ai pas envie de dire ça, mais genre chaque typologie de métier une par une. Donc je vais commencer par vous présenter un peu les postes à responsabilité, plus pour vous expliquer le vocabulaire, pour que vous sachiez qui fait quoi, parce que c'est un peu les mots qui reviendront tout le temps. Ensuite, on parlera de ce qu'on appelle l'équipe Sales, qui est souvent une équipe très très importante dans les startups. Ensuite, on parlera de l'équipe Marketing et enfin de l'équipe Tech/Produit et également de l'équipe RH Admin opérationnel parce que c'est aussi très important et d'ailleurs on le verra, pour moi c'est un des stages les plus intéressants. On va balayer tout ça, j'espère que cette vidéo va pas être trop longue. J'ai mes notes à côté parce que j'ai pris plein de notes sur les acronymes, sur le jargon et je mettrai tous les sous-titres adéquats pour que vous ne soyez pas totalement perdus. Donc le premier poste en start-up que vous devez tous connaître parce que c'est certainement la dernière personne que vous rencontrerez en entretien, puisque vous aurez certainement plusieurs entretiens. Et donc c'est le CEO. Donc CEO, ça veut dire en anglais tout simplement Chief Executive Officer. Et en gros, c'est l'équivalent du PDG, simplement en start-up, on appelle ça un CEO, voilà, tout simplement. Et donc c'est lui qui va vraiment apporter sa vision à l'entreprise et guider en fait vers quoi l'entreprise va aller dans son développement. On retrouve souvent des stages de bras droit du CEO. Alors à ces postes, en vrai, les startups, elles recrutent plutôt des personnes avec des profils issus de grandes écoles de commerce ou grandes écoles d'ingénieurs. Mais ça sera pas suffisant. Il faut pour moi aussi, comme tu as un poste quand même à responsabilité, que tu partages vraiment la vision de l'entreprise. Donc par exemple, si tu postules à un stage dans le secteur de la EdTech, eh bien pour moi, il faut vraiment que tu aies une passion pour l'éducation parce que ça va être ta raison d'être tous les jours. Et je pense que c'est important encore plus que dans les grands groupes en start-up de partager les valeurs de l'entreprise et la raison d'être de l'entreprise et de l'avoir bien compris dès la candidature du stage. De toute façon, ce sera essentiel pour que tu sois pertinent en entretien. Donc en tant que bras droit du CEO, tu vas vraiment être plongé au cœur de la stratégie de l'entreprise. Donc c'est toi qui vas mesurer la performance de celle-ci. Donc ça peut être par la mesure de KPI, on appelle ça, mais ça peut être aussi par la création de ces derniers. Donc par exemple, tu vas pouvoir dire, nous notre taf c'est de vendre des livres, c'est un indicateur clé, la satisfaction client, est-ce qu'ils sont contents, est-ce qu'ils reçoivent le livre dans les temps, est-ce que ça a été libéré avant la date fatidique de Noël, etc. Ça c'est des indicateurs et tu vas pouvoir en créer des nouveaux. On ne mesure pas aujourd'hui par exemple le pourcentage de clients qui réachètent de nouveau sur notre site. Ça peut être un nouvel indicateur, enfin je raconte n'importe quoi, mais c'est pour te donner une idée. Ton objectif va être vraiment de mesurer les performances de l'entreprise pour t'assurer que nos performances sont en adéquation avec les objectifs de développement de l'entreprise. Donc typiquement tu peux te retrouver à traiter beaucoup de données et à réaliser ce qu'on appelle des dashboards qui ne sont autres que des tableaux, mais on dit qu'on va faire un dashboard de KPI
KPI. En gros, on va faire un tableau de chiffres pour mesurer notre performance. À ce poste, il peut également y avoir une grosse partie de structuration des process. Moi, c'est quelque chose que j'adore, je suis passionnée par ça. En gros, c'est analyser au sein des équipes ce qui existe aujourd'hui comme procédure. Alors, process, procédure. Si je veux vraiment le vulgariser très simplement, je dirais qu'un process, c'est une habitude, un rituel pour accomplir une tâche. Je sais pas si c'est très clair. Mais par exemple, on a le process en entreprise dans l'équipe tech de faire un stand-up meeting tous les matins. Qu'est-ce qu'un stand-up meeting d'ailleurs? C'est une réunion où tout le monde est debout qui dure genre max 15 minutes durant laquelle chaque personne va à tour de rôle dire ce qu'elle a fait la veille, ses points de difficulté, ce qu'elle va faire aujourd'hui et si elle a besoin d'aide. Alors par expérience, j'ai jamais vécu de stand-up meeting qui ne durait que 15 minutes malheureusement, même si ça devrait être le cas. Donc, analyser ce process, est-ce qu'il fonctionne? Pourquoi? Est-ce que c'est une bonne pratique à pérenniser pour l'ensemble des équipes? Et est-ce que, par exemple, ce serait pas ton rôle, si tu veux le mettre en place dans d'autres équipes, de l'animer au début, etc. Enfin bref, ça peut être quelque chose que tu as à faire également dans la structuration des process. Après, la structuration des process, ça peut aussi être quelque chose de bien plus technique, genre en cas d'incident, tu développes une plateforme, la plateforme elle est down, c'est-à-dire qu'elle ne fonctionne plus parce qu'il y a un bug technique. Quelle est la première étape? Est-ce qu'il faut trouver une solution, donc que l'équipe tech se mette à fond dans on trouve une solution? Est-ce qu'il faut prévenir la hiérarchie? Est-ce qu'il faut prévenir les clients? Bref, il peut y avoir une multitude de questions à se poser. Et bien toi, tu peux être la personne qui va genre dire bah voilà, si on rencontre vraiment une grande difficulté, la première chose à faire, c'est de prévenir les clients pour les rassurer, pour éviter de les laisser sans information. Seconde étape, par exemple, ça va être de se dire bah l'équipe tech s'occupe, elle, de trouver une solution pendant que l'équipe sales s'occupe de rassurer les clients. En gros, ton rôle, ça va être de rédiger des modes d'emploi. Je pense que c'est un bon résumé en termes de structuration. Second poste très important qui brille tout autant que le CEO dans les startups, le CTO. Donc le CTO, c'est le Chief Technical Officer et donc c'est le responsable de l'équipe tech, de l'équipe de développement. En vrai, c'est rare dans les startups qu'il n'y ait pas de produit tech, tout simplement. Parce qu'une startup, par définition, c'est une entreprise qui a pour vocation à scale up, genre à grandir, sans pour autant devoir recruter de nouvelles personnes. Donc j'ai du mal à voir une start-up, peut-être qu'il y en a, dites-moi en commentaire, mais j'ai du mal à avoir une start-up qui n'est pas de produit tech. Et donc un produit tech, ça peut être une application web, une application mobile, un outil digital pour des entreprises en interne, bref, ça peut être une multitude de choses, mais il y aura toujours ou très souvent une équipe tech derrière. Et donc le CTO va être chargé de manager cette équipe tech. Donc c'est lui qui va suivre ce qu'on appelle le pipe de fonctionnalités à développer. Donc par exemple, notre application, il faut rajouter la fonctionnalité changer la langue en anglais. Et bien ça doit être développé pendant 2 mois. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Quelles sont les différentes étapes? Est-ce que les développeurs peuvent commencer à travailler dès maintenant? Bref, c'est le CTO qui va dire genre machin tu fais ci, tu fais ça quand, qui répartit les tâches et qui s'assure que son équipe a tout ce qu'il faut pour être capable d'assurer son travail en gros. Il va aussi avoir un rôle de s'assurer que tout le monde code de manière clean et harmonisée pour que quelqu'un qui arrive dans l'entreprise dans N années ou même quelqu'un d'autre qui est déjà là mais qui touche pas au code actuellement soit capable, soit en mesure de comprendre le code. Donc pour moi, un bon code, c'est un code où le fait qu'il fonctionne compte tout autant avec le fait qu'il y ait un mode d'emploi de celui-ci et qu'il y ait des commentaires, tout simplement. Et enfin, un des postes qui je pense me conviendrait le mieux, puisque CEO clairement ça parle beaucoup trop de thunes pour moi, c'est le COO, le Chief Operation Officer. Il brille beaucoup moins que le CEO et le CTO, cependant il est clairement tout aussi important. Donc le COO, lui, son job c'est s'assurer que tout tourne et que les projets avancent. Donc en français on pourrait genre traduire ça par directeur des opérations, genre dans le domaine militaire, chef des opérations. Et donc c'est un peu le chef d'orchestre de l'entreprise, c'est lui qui va s'assurer que toute équipe confondue, tout le monde travaille avec fluidité et que tout le monde respecte ses délais, ses coûts, etc. Lorsque la startup est encore à ses prémices et que donc elle est vouée à scale up plus tard, il a également un vrai rôle de structuration et d'organisation des process. Et moi j'adore ça. Du coup c'est pour ça que je dis que ça pourrait potentiellement bien me convenir. Alors que dans une grande entreprise, où souvent les process sont déjà bien en place, il va plutôt avoir un rôle de coordination. Mais donc si tu dois retenir 2 mots pour ce poste, c'est structuration et coordination. 2 choses que j'adore.
Maintenant, on va passer à l'équipe Sales. Donc l'équipe Sales, c'est l'équipe vente tout simplement, encore une fois. On reste dans les anglicismes du milieu startup pour que tu ne sois pas étonné quand tu postuleras. Donc le premier poste qu'on retrouve pas mal en stage, c'est le Customer Success Manager. Vous allez voir, il y a beaucoup de managers dans les titres des postes, alors qu'en vrai, vous managez pas grand-chose. C'est horrible ce que je dis, mais un peu vrai quand même. En gros, le Customer Success Manager, c'est le service client. Donc, tu vas t'assurer de répondre au quotidien aux questions que se posent les clients sur le produit. Par exemple, Madame Martin a oublié son mot de passe pour se connecter. Potentiellement, elle va te contacter et tu vas devoir lui répondre. Donc, il est possible que tu doives faire appel à l'équipe tech pour réinitialiser son mot de passe. Mais au global, c'est un travail où tu vas beaucoup soit répondre au téléphone, mais souvent plutôt c'est dans un outil dédié numérique où c'est plutôt de l'écriture de messages. Tu peux également te retrouver à devoir rédiger un peu la FAQ, c'est-à-dire toutes les questions qui reviennent le plus souvent et toutes les réponses à apporter pour guider les nouvelles recrues. Mais globalement, c'est un job de service client. Ensuite, il y a le poste de Business Developer / Sales. En vrai, c'est un peu la même chose. Je vais vous expliquer un tout petit peu la différence, mais c'est un peu la même chose. C'est la personne qui va être chargée de qualifier les leads. Alors, qu'est-ce que c'est? Dans le milieu startup, je sais pas si c'est vrai ailleurs, quand on va acquérir des clients, on va d'abord avoir ce qu'on appelle un prospect. Un prospect, c'est simplement quelqu'un qui, par exemple, était sur Instagram et a cliqué sur une publicité et a rentré son adresse mail. Eh bien, le sales, il se retrouve face à une liste de prospects. Et donc, lui, son taf, ça va être de les contacter pour savoir s'ils sont vraiment intéressés. En fonction de cette réponse, soit le lead va être qualifié, soit, bam, on le delete, on passe à autre chose. Si le lead est qualifié, alors là, potentiellement, le business developer va le filer à l'équipe sales qui, elle, va être chargée de ce qu'on appelle closer le deal, signer le contrat. Donc, en fait, parfois, c'est structuré de cette façon, mais ça dépend des cycles de vente de chaque startup. Parfois, c'est la même personne qui fait les deux. Et ça dépend de chaque boîte. Mais en gros, si vous voyez business developer ou sales, dans les deux cas, vous allez avoir de la vente, de la négociation, de la signature de contrat à faire. Deuxième équipe qui est l'équipe marketing et le premier poste qu'on trouve en stage et qui est genre le poste en vogue à la mode en ce moment et dont les salaires sont démesurés, c'est le poste de growth hacker. Alors, growth hacker, qu'est-ce que c'est? Un growth hacker, il va s'assurer, son job, ça va être de développer des nouveaux canaux d'acquisition de clients. Donc par exemple, jusque-là, nos clients, on les trouve parce qu'ils voient des publicités à la télé. Eh bien lui, il sait qu'on peut faire des Facebook ads, il sait qu'on peut faire des LinkedIn ads, il sait qu'on peut aller scraper des adresses mail, c'est-à-dire récupérer par exemple si vous vendez des produits à destination des chaînes de restaurants, vous pouvez aller récupérer genre une liste d'adresses mail de tous les restaurateurs de Paris. C'est des choses que des growth hackers peuvent faire. Et en fait, il doit vraiment faire preuve de créativité pour trouver une nouvelle façon d'acquérir des clients, ou plutôt d'acquérir dans un premier temps des prospects. Deuxième job dans l'équipe marketing, c'est le Social Media Manager. Donc à différencier pour moi du Community Manager, et je vais expliquer pourquoi, mais en vrai, ça dépend des startups, parfois ils font pas la différence eux-mêmes. Mais le Social Media Manager, donc c'est vraiment la personne qui va s'occuper des réseaux sociaux. Et donc c'est elle qui va créer son planning éditorial, que ce soit pour Instagram, Pinterest, LinkedIn, bref, ça dépend de votre cible. Mais le community manager, lui, j'ai envie de dire que c'est plus étendu, c'est-à-dire que sa communauté, elle n'est pas forcément sur un réseau social, ça peut être une communauté sur Discord, une communauté sur Slack, etc. Ça, c'est un peu genre tatillon de dire ça, mais toutes les boîtes font pas forcément la différence. Donc si tu veux travailler dans la communication, eh bien, tu as ces deux postes qui peuvent s'ouvrir à toi, et la meilleure chose à faire, c'est quand même de lire dans le détail l'offre en question pour justement voir s'il s'agit d'un réseau social ou d'une communauté autre. Maintenant, on va passer au job de l'équipe tech et je m'inquiète énormément sur la longueur de cette vidéo, mais en même temps, je me dis qu'elle va être cool. Donc le premier job, c'est le job UX UI designer. En vrai, on les assemble souvent alors qu'il y a une petite nuance, même très grande à mes yeux, mais bref. Ils ne font pas du tout la même chose, mais souvent ils sont associés et dans les plus petites startups, souvent
c'est la même personne. Donc l'UX designer, c'est vraiment une personne qui va être orientée besoin utilisateur et comportement utilisateur pour permettre d'avoir l'expérience la meilleure possible pour ses utilisateurs. J'ai dit 3 fois utilisateur parce que c'est un mot hyper important dans ce job. Tandis que l'UI designer, lui, va plutôt s'assurer que ce soit beau. Il va choisir les typos, il va choisir les couleurs, etc. Donc l'UX designer, c'est lui qui va dire le bouton doit être en bas à droite parce qu'en haut à gauche, personne ne pense à aller cliquer. L'UI designer, il va dire oh bah c'est un bouton de validation, on va le mettre en vert plutôt qu'en rouge. Voilà, là c'est un exemple un peu évident. Je ne sais pas qui met des boutons de validation en rouge, mais bref, vous avez compris. Ensuite, il y a évidemment les devs. Donc là, ça s'adresse vraiment à des personnes qui ont fait école d'ingé, hein, parce qu'ils demandent déjà un bon background, un bon bagage en tech. Mais tu peux bien sûr aussi te former toi-même par Open Classroom. Moi-même, j'ai tout appris comme ça. Tu peux avoir 3 types de postes qui reviennent tout le temps. C'est full stack, front-end, back-end. Quelle est la différence? Moi, je trouve que full stack, ça veut tout et rien dire. Dans ce cas-là, il faut aller voir quelle est la stack, c'est-à-dire quels sont les langages dans lesquels développent les développeurs en interne de l'entreprise, pour savoir si tu as les compétences pour, et si tu les as pas toutes, en fait, tu peux te former. Et front, pour le coup, c'est vraiment ce qui va se voir, si on peut faire un résumé très très simple pour ceux qui n'y connaissent pas grand-chose. Et back, c'est les coulisses. Donc, en fonction de ça, bah, à toi de décider ce que tu préfères. Et donc le développeur full stack, lui, à la différence, va pouvoir être amené à faire les deux, alors que si tu postules vraiment à un poste spécifique front-end ou back-end, là, ça veut dire que dans la boîte, ils ont déjà bien splitté les 2 équipes. Poste très important, qui m'aurait bien plu aussi, enfin peut-être un jour je le ferai, c'est le poste de Product Owner. Moi je trouve ça hyper intéressant comme poste. Alors qu'est-ce que c'est? En gros, c'est la personne qui va être responsable du produit, mais qui va également avoir un lien très fort avec l'équipe tech. Donc justement, lui, son rôle, ça va être de s'assurer qu'il y ait une adéquation et une fluidité du travail entre l'équipe chargée de s'assurer qu'on respecte les besoins des clients et de l'équipe chargée de développer le produit. Donc par exemple, les clients veulent absolument développer telle fonctionnalité parce qu'ils trouvent ça incroyable, on a levé les fonds pour, les investisseurs sont ok et tout, bah il faut l'intégrer dans le cahier des charges de l'équipe tech. Ça paraît évident, mais du coup c'est lui qui est responsable de la planification globale, donc du pipe, de la mise à jour de toutes les tâches de chaque personne, genre en mode, plutôt de chaque équipe, parce qu'après il y a des managers pour chaque équipe, mais donc par exemple, pour développer telle fonctionnalité, d'abord l'équipe design va être chargée de récolter les besoins utilisateurs sur cette fonctionnalité, de tester différentes UI, UX pour voir qu'est-ce qui convient le plus à l'utilisateur. Une fois que ça c'est ok, c'est carré, on envoie les fichiers à l'équipe tech et l'équipe tech développe. On fait tester aux utilisateurs, ça revient, etc. Il y a des échanges. Une fois que c'est ok, on renvoie les utilisateurs et en général, en fait, quand on travaille en méthode agile, on fait des runs comme ça de 2 semaines. Donc c'est le product owner qui décide toutes les 2 semaines quelles sont les nouvelles fonctionnalités à développer pour la mise en production qui aura lieu dans 2 semaines. Là, j'ai peut-être utilisé beaucoup trop de jargon, mais en gros, c'est celui qui gère la planification des tâches. Et enfin, dernière équipe dont je n'ai pas encore parlé, l'équipe RH, admin, opérationnel. Donc RH, le mot à connaître pour les ressources humaines, parce que ça, je vous le dis, pour que vous puissiez rentrer le bon vocabulaire dans votre barre de recherche de stage. Souvent, on dit talent acquisition. En vrai, pour moi, c'est juste quelqu'un qui est recruteur. T'es recruteur dans un grand groupe, t'es talent acquisition dans une start-up. Là, pour le coup, si vous savez pourquoi il y a une différence, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je cherche encore. Et le stage dont je voulais vraiment parler aujourd'hui, c'est le stage de Operation Manager. Alors ce stage, en vrai, moi je trouvais que ça voulait rien dire parce que je voyais même pas ce que c'était que l'opération, je comprenais pas. Pour autant, maintenant que j'ai découvert, j'aurais même tendance à dire que c'est un des stages les plus intéressants que j'ai pu citer jusqu'alors. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un stage qui va vous permettre de comprendre la structure globale de l'entreprise et qui va vous apprendre donc énormément de choses. En l'occurrence, ça va être compliqué de le définir parce que ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi en fonction de l'entreprise. Enfin, c'est très différent d'une entreprise à une autre. Donc je me suis dit que j'allais m'appuyer sur un exemple en particulier pour que vous puissiez comprendre. Par exemple, pour Deliveroo, le job d'Operation Manager, ça pourrait être d'avoir pour une des missions de s'assurer qu'il y a assez de livreurs Deliveroo qui sont dans le 18e. Parce que personne ne va aller dans le 18e parce que ça monte et ça descend à Paris.
Dans le 18e, c'est toujours le cas, personne ne veut prendre son vélo et on les comprend bien. Donc lui, l'Operation Manager, va s'assurer qu'en fonction du nombre de commandes, il y ait assez de livreurs sur cette zone géographique. Et donc pour ça, en fait, il va avoir des leviers d'action. Et donc par exemple, ça peut être de mieux rémunérer les livreurs qui vont faire une course dans le 18e parce que là maintenant, on a un fort besoin. Donc ça, c'est qu'un exemple, mais je te laisse bien imaginer qu'en fonction d'une entreprise à une autre, ça va être des choses très très différentes. Mais je trouve que c'est donc très intéressant parce qu'en gros, c'est lui qui va s'assurer que tout fonctionne bien en termes d'opérationnel. Voilà, j'ai terminé. J'ai fait le tour des stages qui pour moi reviennent le plus souvent. Normalement avec ça, vous savez à peu près vers quel type de stage vous orientez. Franchement, si vous sentez l'âme d'un entrepreneur, que vous avez envie de partir à l'aventure, quelle que soit votre formation actuelle, n'hésitez pas à tenter votre chance en start-up parce qu'ils sont bien plus à la recherche de talents que de grandes écoles. Vraiment, ils sont bien plus ouverts à des profils bien plus différents et au contraire, en start-up, j'entends souvent que la différence fait la force et je suis assez d'accord avec ça parce qu'en fait, plus tu mélanges de profils très très différents, plus tu confrontes les points de vue et plus il en sort des idées magnifiques. Alors que si tu mets ensemble que des gens qui ont fait tous le même parcours, ils auront tous la même idée. Donc c'est dommage. Donc vraiment, n'hésite pas. N'hésitez pas à me dire aussi si vous souhaitez que je fasse plus de vidéos de ce type. Si vous voulez une vidéo plus détaillée sur comment postuler en start-up, parce que j'ai des anecdotes fun à ce sujet sur comment j'ai trouvé certains de mes jobs. Et oui, pour ceux qui ne le savent pas, je donne aussi des cours en école d'ingénieur sur ce sujet, en l'occurrence sur comment se créer un projet professionnel. Donc typiquement, comment trouver un job, que ce soit en grand groupe, en PME, en start-up, etc. Comment adapter sa candidature, sur quel site aller chercher des offres d'emploi, comment compléter son LinkedIn, des trucs tout bêtes pour moi, mais en fait très intéressants quand on est en école. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est des sujets que vous voulez me voir aborder plus souvent sur cette chaîne, ce sera avec plaisir. Le contenu existe déjà sur mon Notion, je n'aurais juste qu'à tourner les vidéos, donc ça m'arrangerait bien. Donc je vous laisse me dire tout ça en commentaire. J'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour la vidéo bilan. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.